Depuis le passage de l'onde tropicale qui a abondamment arrosé Sainte-Rose, il en est résulté un paradoxe. La section de Conodore est privée d'eau depuis plusieurs jours. Le reportage de Karen Diamin sur le système D pour s'en sortir sans eau potable est à venir. Et les habitants de Mortonol Sud sont toujours confrontés à l'insalubrité. La municipalité pointée du doigt s'en défend. Elle aurait procédé à des travaux pour en finir avec ces eaux stagnantes. Le comportement des habitants poserait également question. Faut-il refonder l'école en Guadeloupe? Un ancien enseignant, Henri Gailladine, prône l'autonomie pédagogique et administrative de la Guadeloupe pour lutter contre l'échec scolaire dans une tribune du quotidien France-Antilles. Ces arguments dans notre édition, il est notre invité ce soir. Bonsoir et bienvenue sur ATV Guadeloupe. Des dizaines de familles à la section Conodore à Sainte-Rose sont privées d'eau depuis plusieurs jours. Des coupures dues à une casse sur le réseau de distribution depuis le passage de la dernière onde tropicale. Pour compenser cette carence, la municipalité a mis en place une citerne d'eau pour les habitants. Comment vivent-ils cette situation? ATV Guadeloupe au cœur de votre vie quotidienne avec ce reportage de Karen Diamin. Depuis vendredi soir, les habitants de la section Conodore de Sainte-Rose sont sans eau. J'ai ma fille jusqu'à côté. Elle est en vacances. Ce matin, je reviens de la Boucan. Oh, elle est tellement fâchée. Elle dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? Elle m'a dit, elle va appeler la régie des eaux. Mais j'ai dit, c'est pourquoi? C'est pas la peine d'appeler, c'est pas nous seuls. Je lui ai dit, on est en travaux, il faut attendre. C'est pas nous seuls. Alors je l'ai vue partir. C'est parce qu'elle a été chez l'autre. Elle est partie avec sa fille. J'ai un baril, c'est toujours rempli, c'est de l'eau de réserve. Mais ça finisse parce qu'il faut servir avec de tout, il faut faire tout. Parce que l'eau, quand j'ai à l'intérieur, c'est pour faire le ménage, c'est pour le ménage. Mais pour en donner, il n'y en a pas pour faire à manger. C'est recouvert, mais quand même, je ne peux pas. Mais Jean Coroner n'est pas la seule dans cette situation. Agnès, qui habite en face, a elle aussi dû adapter son quotidien. Je fais des bols pour pouvoir faire la vaisselle, des seaux pour la serpillière. Et aussi, on a une grande réserve à côté. Et pour les WC, il faut faire beaucoup plus de voyages. Là, je gère avec mes bidons de 5 litres pour de l'eau de qualité, de l'eau potable. Et aussi achat de bouteilles. Ça, on n'y échappe pas. Habitante depuis de nombreuses années dans la section, elle a développé certaines petites astuces. Je récupère dans un seau qui n'est pas là pour l'instant, le seau que tu as vu sur la table. C'est dans ce seau-là que j'ai mis et je reviendrai tout à l'heure. C'est ton système, la climatisation. La climatisation. Et pour, comment ça s'appelle, les plantes, quand il fait chaud pour mes anthuriums, je viens là. Pour Mérise, revenu dans le week-end, pas de prise de tête, monsieur s'occupe de tout. J'étais pas là, je suis arrivé samedi et puis on m'a dit un problème sur le réseau, il n'y a pas d'eau. Et puis j'étais vraiment embêté parce que j'avais même pas d'eau pour me doucher, j'étais chaud en sortant dans l'avion. J'avais chaud. Alors je me suis débrouillé, mon mari m'a pris 2 bouteilles d'eau et j'ai mis sur moi. Comme il a plu hier, j'ai mis un seau d'eau et puis j'ai mis dans le WC ce matin. Mais mon mari, il va chercher de l'eau pour moi et quand il va arriver, c'est tout. Moi, je suis toute seule dans la boutique là et puis il m'a dit quand il va arriver, il va chercher de l'eau pour moi. Ou bien j'irai me doucher près de ma fille parce qu'il n'y a pas à Conodore, mais il y a un olivier, il y a d'autres endroits tout près. Alors je vais prendre de l'eau pour me doucher. Ou bien j'irai à Ravine-Chaude. Si l'ensemble des riverains semble s'accommoder de cette perturbation, de son côté, la municipalité met tout en œuvre pour pallier le manque d'eau. Elle a d'ailleurs installé une cuve pouvant contenir jusqu'à 5000 litres d'eau à usage domestique, une citerne réapprovisionnée par les pompiers tous les 2 jours, en attendant la réparation définitive du réseau, qui devrait intervenir d'ici mercredi. Et à quelques kilomètres de là, à Fond-Cacao de Capesterre-Belle-Eau, l'eau ne coule que quelques heures par jour dans les robinets. Une situation devenue insoutenable pour les habitants. Nathalie Dinan, Moïse Exter, Patrick Curie. Depuis 2013, le quotidien des habitants de Fond-Cacao n'est pas de tout repos. D'incessantes coupures d'eau les poussent à adapter leur quotidien au gré de l'arrivée de l'eau. L'eau est vitale. Les machines, parfois, il faut attendre que quand ça commence à venir, quand il y a de la pression, c'est mettre une machine, tout de suite enlever une machine, remettre une machine, vite. Mais tout est pressé. Parfois, je suis obligée de prendre un petit bidon, de me laver pour aller dans le bout, pour aller à Basse-Terre. Mais normalement, c'est pas normal. Et surtout qu'à Capesterre, nous sommes Capesterre-Belle-Eau quand même. On a le captage, donc normalement, ça ne devrait pas s'arriver. Angie réside dans le quartier depuis 3 ans, récemment maman.
elle vit très mal cette situation. C'est le calvaire puisque le matin, quand je me réveille, il n'y a pas d'eau, il faut que je le baigne. Je suis obligée de réchauffer de l'eau, prendre dans le bidon, mettre dans sa baignoire. Heureusement, ils envoient l'eau la nuit quand on dort. Entre minuit et 6 heures, je dois me réveiller pour faire ces machines. À minuit, ou bien mon compagnon se réveille pour faire les machines. Et c'est pénible en fait. Même des fois dans la journée, il a chaud, j'ai envie de donner un bain, il n'y a pas d'eau. Mais c'est le calvaire, c'est les bidons, c'est pour faire à manger. C'est plein de bouteilles d'eau dans ma cuisine. C'est pas possible en fait. Et ça dure. On nous promet des choses, oui, ça va s'arranger, et puis rien. Suite à un accident de moto, Edmond s'est retrouvé en chaise roulante. Il vit seul. Le manque d'eau rend plus difficile son quotidien. Depuis avoir fait des mais là, en tant d'autre côté, là, accident là, il a envie de l'eau même. Pour gêner de l'eau même, moi je peux baigner, doucher, moi bien à l'aise. S'il y avait une bouteille de l'eau, on va servir. Des bouteilles de l'eau, moi je ne vais pas boire de l'eau là, ça y a ni 10 ans qu'à été ici. 10 ans c'est de l'eau à acheter. Moi je peux boire. Les pannes de l'eau, ça a été comme ça. C'est si là où l'eau à 3h du matin, 2h du matin. À il ne veut pas retirer de l'eau. Si là où l'eau, là, 5h du matin, pas de l'eau. Moi je peux faire machine linge, je vais lever depuis 3h du matin. Si là où l'eau là, et donc on n'a pas même de l'eau à 3h du matin. Un collectif s'est formé depuis 2 semaines. Il invite les résidents de la section à signer une pétition. Elle sera adressée à l'organisme en charge de la distribution de l'eau dans ce secteur. Autre colère maintenant, celle des habitants de Mortonol Sud à Pointe-à-Pitre. Malgré les travaux réalisés pour améliorer le cadre de vie des habitants, l'insalubrité persiste. Les locataires sont obligés de composer avec les eaux stagnantes et les odeurs nauséabondes. Notre équipe s'est rendue sur place. Moïse Dexter, Patrick Curie et Nathalie Dinan. Les habitants de la cité Mortonol sont incommodés par des odeurs nauséabondes dues à la remontée des eaux usées. Une situation invivable qui perdure. La municipalité a pris à bras le corps ce problème et cherche toutes les solutions pour améliorer la vie des habitants. Depuis quelques années, nous effectuons de gros travaux. À savoir, la première phase était le ravalement de façade, où vous voyez au jour d'aujourd'hui des couleurs chatoyantes. Il n'y a pas si longtemps, nous avons livré à nouveau de gros travaux, à savoir la tuyauterie, notamment l'alimentation d'eau potable, ça s'est passé dans de très bonnes conditions. Au jour d'aujourd'hui, nous n'avons plus autant d'écoulement d'eau usée. C'est vrai qu'il y a de cela quelques jours, nous avons eu des remontées d'eau usée, mais il faut savoir que ce n'est pas seulement de la responsabilité de la ville ou de la SIG, c'est aussi de la responsabilité des résidents qui se servent mal de leur WC. Parce que très souvent, lorsque nous effectuons le curage des canaux, qu'est-ce que nous y trouvons? C'est toutes sortes de détritus, à savoir serviettes hygiéniques, ce sont des pantalons, ce sont des bouteilles, donc ce n'est pas normal. La deuxième phase concerne Mortonol Sud, des travaux colossaux. Il s'agit pour nous de faire l'étanchéité des résidences. Donc il faut savoir que Mortonol est constitué de la manière suivante. Vous avez des blocs de Mortonol Nord, vous avez des blocs de Mortonol Sud et vous avez le bloc de Mortonol Sud prolongé. Donc la première phase consistait à s'occuper de Mortonol Sud prolongé où le problème était plus grave que les 2 autres bâtiments. Mais nous allons petit à petit, mais dans le bon sens des résidents. Donc l'appel que je peux lancer à nos résidents, parce que moi-même j'y suis, c'est d'être patient. Les choses se font. La SIG et la municipalité ont élaboré ensemble un plan de financement. Les habitants doivent encore patienter. Et après la ville de Capesterre-Belle-Eau, c'est au tour de la ville de Sainte-Rose de faire face à une importante mobilisation. L'UTC-GTG a déposé un préavis de grève illimité ce matin. Le cahier de revendications comprend 11 points, dont l'organisation générale des services, la formation ou encore la revalorisation du régime indemnitaire. Dès la réception de ce préavis, la municipalité a tout de suite réagi et demandé une rencontre avec le syndicat pour établir le dialogue. Reportage Karen Diamin.
Ambiance sereine ce matin autour de la table des négociations, alors qu'il avait appelé l'ensemble des travailleurs de la commune, du CECAS, de la Régie des eaux ou encore de la Caisse des écoles à observer un mouvement de grève illimité pour exiger l'ouverture des négociations. Le syndicat a été reçu par la municipalité avant d'entamer son mouvement. Les camarades de la section, effectivement, nous avons négocié, mais là, nous faisons une véritable plateforme de revendication qui n'est pas de 12 points. Nous, c'est le premier point là seulement sur l'organisation des services. Donc, il proposait nous à ce qu'il y ait un organigramme qui a assemblé tous les services de commune, mais immédiatement des services qui ont posé des problèmes de place. Donc, il dit qu'il est transféré à don. Et comme il fait acquisition au bâtiment, donc très prochainement, il a transféré certains services à un bâtiment là et il a poursuivi sur l'organisation. Sur l'harmonisation des quotas, ce deuxième point là, nous avons commencé là. Sur le régime indemnitaire aussi, c'est même bien là, puisqu'il n'y a pas de revalorisation incident, nous avons proposé à ce que le régime indemnitaire effectivement qui est instauré, mais une revalorisation correcte et surtout exemplaire. Exemplaire parce que dans ces collectivités-là, la revalorisation, il y a la tête du client. Il y a la tête du client et nous ne sommes pas d'accord à ça. Et nous avons aussi l'augmentation des tickets restaurants. Nous avons commandé 22 tickets à 8 €. Et là, nous avons discuté et on a pensé que certainement nous avons trouvé une issue. En face, une municipalité proche de sa population et désireuse de rétablir le dialogue social. Ce sont des points de revendication pour l'instant qui sont justes, des points sur lesquels effectivement nous avions déjà mené des réflexions, nous avions déjà mené des actions. Après, il y a des points sur lesquels nous avons déjà concrétisé, d'autres sur lesquels qui sont en cours de concrétisation. Dans la vie, et c'est ma philosophie, c'est de privilégier le dialogue en tout. De toute façon, les organisations syndicales sont là aussi des fois pour accompagner aussi les collectivités. Ça, nous devons aussi le comprendre. Et c'est dans cet esprit que nous avons effectivement, en amont, fait en sorte de rencontrer l'organisation syndicale qui a accepté, nous remercions d'ailleurs l'organisation syndicale qui a accepté de nous rencontrer aujourd'hui. Les choses se déroulent bien, dans de bonnes conditions de dialogue et de sérénité. Nous avançons sur une plateforme de revendication point par point. Une attitude qui a semblé plaire aux syndicats. C'est vrai que si maintenant ça a porté bon manœuvre, ils remettent des documents, ils répondent rapidement. Ben, il y a pensé qu'il veut dialoguer. Puisque nous, c'est ça. Nous, dans un premier temps, c'est demander au contraire. Et depuis, nous avons discuté, nous avons trouvé des solutions. Mais si on ne fait pas parler de nous, nous avons aussi ces solutions-là. Et nous avons trouvé tout cela en nous. Bien que comportant 11 points de revendication, le mouvement entamé par le syndicat ne devrait pas perdurer, la municipalité ne souhaitant pas que celui-ci paralyse le quotidien des usagers. Les agriculteurs entendent bien se faire dédommager les cannes qui n'ont pas eu le temps d'être récoltées, ainsi que pour la basse richesse de cette saison. Cet après-midi, l'intersyndicale était normalement réunie pour une nouvelle réunion. Maxette Grisoni-Pierre Bacas, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. Alors, vous êtes la présidente de l'intersyndicale FDSEA. Je crois que cette réunion, justement, n'a pas eu lieu, finalement. Quelles ont été les conclusions, en tout cas, de celle qui avait eu lieu vendredi soir? Parce que vous en êtes là en ce moment. Alors, concrètement, vers 12 h, je devrais partir avec un autre collègue de la FDSEA, le responsable de la diversification à Saint-Claude, à la DAF. Ils nous ont appelé vers 12 h pour nous dire que la réunion était annulée, malheureusement, et que par le DAF qui nous a dit que ça va être probablement fait avant la fin de la semaine. Vendredi dernier, au comité liaison, il a été pris que nous, l'intersyndicale, représentant des planteurs bien sûr, demandons que la proposition qu'ils avaient faite avec le GE Cannes qui avait fait la proposition, qu'on était d'accord sur cette proposition, bien sûr. Quelle est cette proposition? Parce que je crois qu'il s'agit de l'indemnisation justement pour les cannes qui n'ont pas été récoltées, ainsi qu'une indemnisation pour la basse richesse de cette saison. Qu'est-ce que vous réclamez exactement? Alors nous, ce que nous réclamons, l'intersyndicale, nous réclamons l'indemnisation des cannes qui n'ont pas été récoltées et qui ont été plantées jusqu'au 30 septembre, je précise, 2015. Indemnisation sur la basse aussi richesse par rapport à l'appui qu'il y a eu à l'intercampagne et pouvoir que ce dossier-là soit finalisé le plus tôt possible parce qu'aujourd'hui, nos planteurs de canne aujourd'hui sont vraiment en difficulté. Ils n'ont pas de quoi pour pouvoir même mener leur foyer
au point de vue économique et social. Il était également question d'avancer le calendrier de la Coupe de Cannes. Est-ce que vous avez réussi à obtenir gain de cause pour l'année prochaine? Alors, vendredi, il a été parlé de ça. Nous avons proposé l'intersyndicale déjà que la récolte soit avancée, démarre un peu plus tôt. Que l'usine fasse des efforts au niveau technique, malgré qu'on a eu une année exceptionnelle, comme on a dit, année avec beaucoup de problèmes entre les problèmes climatiques, problèmes techniques de l'usine. On a eu beaucoup de difficultés cette année. On a aussi les conséquences de la sécheresse 2015, que les cannes n'ont pas pu évoluer correctement. Nous avons dit de démarrer tout ça et pouvoir au comité technique pour pouvoir parler de tout cela, pour pouvoir démarrer sur de bonnes bases pour que l'agriculteur l'année prochaine ne soit pas encore pénalisé. Il semblerait que certains agriculteurs n'aient toujours pas été en tout cas dédommagés concernant la sécheresse. Alors voilà un dossier aussi qui nous tient à cœur bien sûr, la FDSEA. On s'est battu pour avoir cette calamité sécheresse, mais malheureusement, plus de pratiquement la moitié des dossiers ont été rejetés. Pour qui je ne sais quoi, parce qu'il y a eu des problèmes au point de vue attestation fiscale. Pourquoi je le dis? J'espère que l'autorité ainsi que peut-être les collectivités entendent qu'il y en a des agriculteurs qui n'étaient pas à jour fiscalement et socialement. Mais comment vous voulez, vous, aujourd'hui, qu'un agriculteur soit à jour fiscalement et socialement? Ça ne peut pas être possible. S'ils n'ont pas déjà les aides de la sécheresse, s'ils n'ont pas eu les aides que l'État même devait nous donner, on a eu du retard sur les MEE, on a aussi un retard sur la prime de replantation. Quand on a tout ça, tout ça, on ne peut pas avoir ni d'attestation fiscale et sociale. C'est pour ça qu'on a demandé une souplesse. Aussi, les gens qui étaient sous la base forfaitaire, pas de comptabilité, puisque sous la base forfaitaire, c'est la déclaration sur la surface. Madame Grisoni-Pierre-Bacas, le cœur du problème concernant la canne, c'est cette question de rendement par hectare. Certains planteurs ont d'ores et déjà expérimenté d'autres variétés de canne beaucoup plus résistantes. Est-ce qu'on peut imaginer que l'intersyndicale pourrait demander justement à ce que ce processus, cette expérimentation, puisse se généraliser à l'ensemble des planteurs guadeloupéens? On avait déjà parlé de ça à l'Iguacan avec le CITCS pour pouvoir demander qu'on ait plus de rendement au niveau de la canne pour le planteur que le planteur s'en sort, bien sûr. Au niveau aussi de la richesse saccharine, ça c'est le travail avec le CITCS qu'on a parlé, qui vont pouvoir, ils travaillent déjà sur ces variétales de canne, bien sûr, avec la réunion Aircan, parce qu'il faut savoir que la Réunion est plus avancée au niveau technique de la canne. Je pense que l'année prochaine, déjà, on va avoir plus d'horizons pour pouvoir travailler sur ces variétés. Lorsqu'on vous entend, lorsqu'on vous écoute, on a l'impression que les planteurs de canne sont vraiment en difficulté. Est-ce que vous arrivez à vivre de votre profession aujourd'hui? Aujourd'hui, dans des conditions, non. On ne peut pas vivre de la canne comme ça. C'est-à-dire, vivre de la canne, c'est déjà avoir une meilleure rentabilité, meilleure richesse saccharine aussi pour le planteur, et aussi que les cannes soient coupées quand le climat est propice. Alors, quand est-ce que vous serez fixé justement sur tous ces points de revendication que vous réclamez, que vous aurez la confirmation que vous aurez gain de cause? Alors déjà, pour démarrer la récolte, on a déjà une réunion au niveau de l'Iguacan avant le démarrage de la récolte. Il faut que les opérateurs soient prêts, il faut que l'usine soit prête, parce qu'il faut savoir qu'au niveau de l'interprofession de l'Iguacan, on est une famille, c'est les industriels, c'est le représentant des planteurs aussi, et aussi c'est les opérateurs aussi qui jouent un grand rôle aussi pour le démarrage de la récolte. Il faut que tout soit prêt, l'usine soit prête, les CUMA et les opérateurs ETA aussi soient prêts. Il faut que tout ce monde-là soit prêt en fait pour démarrer plus tôt la récolte. Je vous remercie, Maxette Grisoni-Pierre-Bacas, d'avoir accepté de répondre à nos questions ce soir. Dans le reste de l'actualité, le gouvernement envisage de voter une loi au mois de novembre pour réformer le master à la rentrée scolaire 2017. Depuis la mise en place du dispositif licence, master, doctorat, le master a vocation à remplacer les maîtrises DEA et d'ESS. Mais problème, la sélection qui existait à Bac+4, elle, a été maintenue. Alors pour rectifier cette incohérence, le gouvernement propose une nouvelle loi. Les détails avec Isabelle Amou. On regarde ensemble.
Les négociations sont en cours pour une réforme du master universitaire. Ce matin, la ministre de l'Éducation nationale, Najat Vallaud-Belkacem, annonce qu'il faudrait une loi pour engager une véritable réforme du master et de mettre fin à l'incohérence du système actuel. La ministre annonce que les négociations avec les universités, les organisations étudiantes et syndicales sont en cours pour définir ce que contiendra cette proposition de loi qui sera présentée en novembre pour une réforme applicable à la rentrée 2017. Principal sujet de discussion, l'accès des étudiants titulaires d'une licence au master de leur choix et la mise en place ou non d'une sélection à l'entrée du master. Ces derniers mois, la sélection à l'université qui se faisait entre la première et la seconde année de master a entraîné plusieurs recours juridiques d'étudiants contre leur université. Pour clarifier la situation, temporairement, le gouvernement avait publié un décret autorisant environ 40% des formations de master à sélectionner les étudiants pour un passage en M2. Najat Vallaud-Belkacem se prononce contre toute forme de sélection. Elle veut inscrire dans la loi un droit à la poursuite d'études pour les étudiants. Il s'agit d'organiser la bonne orientation et de garantir la continuité des parcours. Elle ajoute que la France manque de diplômés de niveau master. Selon elle, l'objectif du gouvernement est d'atteindre les 25% d'une génération au niveau master, contre 16 aujourd'hui, dans l'intérêt du pays. Faut-il refonder l'école en Guadeloupe? Un ancien enseignant fustige les réformes entreprises par les différents gouvernements pour tenter de lutter contre l'échec scolaire. Dans une tribune publiée dans le France-Anti, il prône l'autonomie pédagogique et administrative de la Guadeloupe. Il est notre invité ce soir. Henri Gayadine, bonsoir. Bonsoir et merci pour votre invitation. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, tout d'abord, nous avons lu avec attention cette tribune. Je vous propose de regarder avec moi l'analyse de Nathalie Dinan. Elle nous restitue l'essentiel de vos idées. L'école, véritable ascenseur social, est-ce encore d'actualité? On en doute quand on lit la tribune d'Henri Gayadine dans Le Quotidien sur la refondation de l'école. L'école n'est plus une garantie de réussite sociale, il faut repenser les enseignements. En Guadeloupe, la tentative d'adapter l'enseignement ancré dans les réalités du territoire a été entreprise pour combattre l'échec scolaire. Par exemple, l'introduction du créole, l'adaptation de certaines disciplines au milieu local, mais jusque-là insuffisant quand on constate les chiffres de l'échec scolaire. M. Gayadine suggère alors une refondation de l'école en Guadeloupe. On ne parle pas que de rythme scolaire, de changement de pédagogie ou de surnotation ou de généralisation de la scolarisation dès la maternelle. Toutes les dernières lois, que ce soit la loi de programmation et d'orientation de la refondation de l'école, la réforme des temps scolaires avec la mise en place des temps d'activité périscolaire ou encore l'adoption des EPI, enseignement pratique interdisciplinaire, rien n'y fait, la grogne monte. Un nouvel édifice est à construire à partir de nouvelles bases. En Guadeloupe, pour sortir de l'échec, il faudrait envisager une véritable autonomie pédagogique et administrative. Henri Gayadine, à quoi ressemblerait ce projet, ce modèle éducatif guadeloupéen que vous préconisez? Quelle pédagogie et quel contenu? Alors le contenu, justement, il ne faut pas toujours penser l'enseignement en mettant en avant les contenus. D'ailleurs, dans l'éducation nationale, dans les récentes réformes qu'on vient de faire, donc on a introduit la notion de compétence, donc avec la création de livrets de compétences. Or, il s'avère que ce qui est fondamental, c'est l'acquisition d'un certain nombre de compétences, compétences intellectuelles, compétences pratiques, tout ce que vous voulez, plus que les contenus. Les contenus, ce sont des supports. Or, les programmes de l'éducation nationale sont conçus en termes de contenu. C'est une liste de thématiques, donc très souvent imposée, donc qu'on doit boucler les programmes. Et très souvent, des parents d'élèves s'alarment quand ils constatent qu'un enseignant n'est pas assez avancé dans les programmes. Bon, disons, ce qu'ils appellent programmes, c'est les thématiques. Or, ce qui est plus important, c'est mettre des compétences intellectuelles, donc compétences à analyser, etc., pour pouvoir réussir. Vous appelez à sortir de l'eurocentrisme en référence à l'enseignement européen pour repenser les enseignements tout en évitant, je cite, les dérives du localisme ou encore des idées nationalistes. Il s'agit là d'un jeu, j'ai envie de dire, d'équilibriste un peu délicat, non? Alors, l'eurocentrisme, c'est bien le défaut majeur de l'éducation nationale française.
Parce qu'on part du principe qu'il existe un modèle standard qu'on pourrait appliquer à toutes les régions de France et de Navarre. Or ce modèle que l'on conçoit donc, depuis Paris ne correspond pas, ne s'applique pas forcément à toutes les réalités des territoires déjà en France hexagonale. Donc la région parisienne ne ressemble pas au Pays Basque, ni à la Bretagne, et donc les autres régions. Donc chaque région a sa réalité de territoire. Or, il faudrait, je ne dis pas qu'il ne faut pas concevoir un tronc commun, mais il faut donner la possibilité... Vous parlez quand même d'autonomie. Oui, à chaque région d'avoir une sorte d'autonomie pédagogique et même administrative. Alors, c'est valable pour les régions de France, à plus forte raison pour la Guadeloupe, qui est un territoire tout à fait différent. Et d'ailleurs, c'est partant de cela que je pose le problème de la Guadeloupe. Et donc, c'est ça. Donc, refonder l'école. Alors, par ailleurs, la refondation de l'école. Donc, aussitôt arrivé au pouvoir, le gouvernement, enfin, on est en fin de mandature pratiquement. Donc, ils ont fait voter la loi pour la refondation de l'école. Mais en réalité, il n'y a pas de véritable refondation. Le mot refondation signifie qu'on reparte à la base, qu'on fasse de nouvelles fondations. Or, qu'est-ce qui se passe? On balance des réformes par décret. D'ailleurs, avant même de faire voter la loi pour la refondation de l'école, le 24 janvier 2013, on avait déjà balancé un décret sur les rythmes scolaires. Et ça, comme ça, sans concertation réelle, véritable concertation réelle avec les principaux concernés, notamment les communes auxquelles on a imposé les fameux TAP, les temps d'activité périscolaire. Et donc, on leur donne la charge d'organiser ces activités périscolaires, augmentant un peu, aggravant leurs difficultés financières. Henri Kayadine, ce que vous reprochez au système éducatif français, hormis de ne pas prendre en compte les spécificités régionales, c'est de ne pas réussir à lutter contre l'échec scolaire, mais adapter les programmes aux réalités de la Guadeloupe et à son bassin caribéen. C'est une chose, mais lutter contre l'échec scolaire, c'en est une autre. En quoi ce que vous proposez ou ce que vous envisagez, comment vous l'imaginez, pourrait aider à mieux lutter contre l'échec scolaire par rapport au système existant? D'ailleurs, le terme échec scolaire est apparu au cours des années 70. Parce qu'avant, on ne parlait pas d'échec scolaire. Bon, il y avait bien une sélection. D'ailleurs, des travaux de sociologues tels que Bourdieu et Passeron avaient bien montré qu'il y avait une sélection qui se faisait. Et d'ailleurs, que cette sélection correspondait à peu de choses à la stratification sociale. Donc, on parlait de guerre. C'est à partir des années 70, quand le chômage a augmenté, quand la réussite scolaire n'a plus été une garantie de réussite sociale, qu'on a commencé véritablement à parler d'échec scolaire. Et là, les pédagogues, bon, il faut saluer leurs travaux parce qu'ils ont beaucoup apporté quand même, se sont échinés à inventer, à trouver de nouvelles méthodes pour combattre cet échec scolaire, croyant que finalement, que le problème était uniquement d'ordre pédagogique. Mais on a beau faire réussir scolairement les enfants. D'ailleurs, vous constatez bien, après, à la fin de chaque année, pour le baccalauréat, on présente les chiffres, on dit que les chiffres sont en augmentation. D'ailleurs, pour faire augmenter, améliorer les statistiques, on va jusqu'à surnoter les élèves. On leur donne 21 sur 20. Henri Kayadine, quelle est la portée de cette tribune? C'est d'alerter le corps enseignant, le rectorat, la population guadeloupéenne? C'est d'alerter, oui, la population guadeloupéenne, le rectorat, les enseignants, tous les gens qui sont concernés, les parents, tous les gens qui sont concernés par l'école, donc sur la question. Alors malgré tout, je le dis, même si la réussite scolaire n'est pas une garantie de réussite sociale, mais l'école, sa vocation n'est pas seulement de garantir l'employabilité de l'élève. Il y a la dimension des apprentissages pour former l'homme ou la femme carrément, mais il y a aussi la dimension citoyenne de l'éducation. Or, sur ces deux plans-là, on a échoué.
on a qu'à regarder la montée de la violence tous les jours. Donc, c'est un échec au niveau de la citoyenneté. C'est un échec au niveau des apprentissages parce que le dernier rapport PISA montre qu'on est en recul par rapport. Donc, il y a véritablement un problème. Henri Gaillardi, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Ce soir, c'est un large sujet qui mérite débat. En tout cas, il y a un cursus qui est plébiscité par les jeunes et qui permet de trouver du travail rapidement. C'est l'alternance. Aujourd'hui, la ville de Sainte-Anne, en collaboration avec la PEDAG, organise une journée itinérante de l'alternance au Centre culture du boulevard Égésie-Pubéné. L'occasion, en tout cas pour les jeunes, d'en apprendre davantage sur ce cursus. On regarde le reportage d'Isabelle Hamou. On regarde ensemble. Ont déjà effectué leur entrée, d'autres cherchent encore une formation ou plutôt à la concrétiser. C'est le cas de ces jeunes. Et parmi eux, nombreux ont du mal à trouver une entreprise dans leur secteur. Nous avons beaucoup de jeunes, malheureusement, qui n'ont pas encore trouvé de formation ou d'école. Donc l'idée, en fait, c'est de trouver que les jeunes puissent venir et que nous, la pédagogue, en fait, on puisse trouver la formation qui peut correspondre à leurs attentes. On a pas mal de jeunes qui n'ont pas trouvé d'entreprise, malheureusement. D'autres ont trouvé et nous on fait le nécessaire, mais souvent ce sont les jeunes qui n'ont pas trouvé d'entreprise, c'est la difficulté. Cette manifestation sur l'alternance est une initiative de la ville pour combattre le chômage des jeunes actifs de moins de 26 ans. En Guadeloupe, ce taux s'élève à 55,2%. À Sainte-Anne particulièrement, nous avons 1 millier de jeunes qui sont en difficulté. Il y a 30% des jeunes qui sont inscrits à Pôle emploi, donc ça veut dire que le chômage est difficile sur le territoire. Nous avons un besoin énorme de parcours d'insertion à mettre en œuvre auprès des entreprises. Donc c'est une priorité pour la municipalité de mettre en place une dynamique d'insertion sur le territoire. Avec la PEDAG, la mission locale et Pôle emploi, nous essayons de mettre les jeunes en contact avec les entreprises pour développer l'alternance. Alternance pour nous qui un dispositif extrêmement important puisque ça permet de mettre le pied à l'étrier dans le tissu économique et social. Une initiative qui aura été plus ou moins bénéfique pour Véronique. Je suis à la recherche d'un employeur et je cherchais une offre qui pourrait me correspondre. Et tu as trouvé quelque chose? J'ai trouvé une offre et j'espère en trouver d'autres qui pourraient correspondre à mon profil. En fait, j'espère que je pourrais correspondre au poste d'assistant comptable ou aide comptable. Je dois continuer à poursuivre mes recherches afin de trouver un employeur avant le 31 décembre parce que je suis inscrite à l'ASFO et j'ai quand même une date butoir pour trouver mon employeur. Tout au long de l'année, la PEDAG se mobilisera pour sensibiliser les jeunes à l'alternance, une formation professionnelle qui permettrait plus facilement d'intégrer le monde du travail. En Martinique, tous les regards étaient particulièrement tournés vers la cité scolaire de la Pointe-des-Nègres de Fort-de-France, où 5000 élèves et enseignants ont fait leur entrée. On craignait des embouteillages monumentaux et des complications pour accéder aux établissements. Mais au final, le dispositif de circulation mis en place par la mairie et la collectivité territoriale a été plutôt efficace. Sabrina Doré et Michelet François ont assisté à cette rentrée. Regardez. 7h du matin, et c'est en toute sérénité que les élèves du lycée Bellevue font leur rentrée. Contrairement aux craintes, l'accès à leur établissement est resté fluide. Ils commencent leur cours une demi-heure avant les élèves du lycée Schellcher, ce qui a évité le grand rush. Je pense que c'est une bonne chose, parce qu'au niveau des agressions, je pense que c'est une bonne chose. Ça fonctionne, hein? Si, c'est impeccable. Mais bon, c'est la routine et l'embouteillage. Pour l'instant, ça va. Un peu plus de bouchons que d'habitude, mais ça va. Parmi les plans mis en place pour fluidifier la circulation, les parents et les bus sont invités à déposer les élèves dès l'entrée du stade Louis-Achille. Les jeunes peuvent alors le traverser pour accéder plus rapidement à leurs établissements. Une marche qui ne convainc pas tous les concernés. On va marcher, alors que déjà on nous avait dit que le bus arrivait jusqu'à l'entrée du lycée. Au final, il s'arrêtait sur le parking devant là, donc j'ai dû le faire à pied. Plutôt fluide finalement, parce qu'on peut passer par le stade Louis-Achille, donc nos parents pouvaient nous déposer avant et puis on pouvait faire le reste à pied. Ça a mis beaucoup d'embouteillages, c'est déjà un truc. Donc j'ai dû descendre depuis Perru et faire à pied pour venir. Donc finalement, le plan de circulation, ça ne se passe pas si bien que ça. Quand même, ça nous met en retard. Quand même.
Une rentrée observée de près par la CTM. 7 élus et agents ont été mobilisés sur les différents accès aux établissements afin d'identifier les problèmes qui n'auraient pas été anticipés. J'y étais depuis 6 heures. Ça nous a permis d'identifier que dès 6 heures, les portes devront être ouvertes au niveau du stade Louis-Achille, puisqu'on a des élèves qui arrivent déjà. Donc on a mis des agents de sécurité de part et d'autre, donc ça a l'air de fonctionner. Maintenant, il faut être vigilant. On a vu que les 45 places qui sont identifiées au stade Louis-Achille pour les professeurs n'ont pas été utilisées, donc il semblerait que les professeurs aient eu assez de place dans tout le site pour pouvoir se garer ce matin en tout cas. Et les parents étaient à mon avis très responsables, puisque beaucoup sont arrivés en contrebas par la Pointe de la Vierge. Les autres ont garé leurs enfants, non pas en parking minute, mais en parking seconde, ce qui a permis de gagner du temps et donc d'avoir à mon avis une rentrée tout à fait correcte. En tout, ce sont 5000 élèves et enseignants qui seront accueillis chaque jour sur ce multisite. Dès la matinée, les 4 proviseurs des lycées Schellcher, Joseph Gaillard, Dumas Jean-Joseph et Bellevue se sont entretenus pour faire un premier bilan et mettre en place leur année de travail. Chaque établissement gère son personnel, gère ses élèves, puisque nous avons tenu à garder l'entité de chacun et je crois que les choses pour l'instant se passent bien. La cellule mise en place par la CTM sera présente pendant les 15 prochains jours aux abords des établissements. Elle interviendra ensuite une fois par semaine jusqu'aux vacances de la Toussaint. C'était un rendez-vous important pour l'avenir de la Guyane. Conseillers territoriaux, parlementaires, élus des conseils consultatifs et maires se sont donc réunis pour peaufiner les grands axes d'action du pacte d'avenir promis par le gouvernement. Les élus de Guyane se sont retrouvés dans un climat de tension pour déblayer le projet. Jonathan Lariot d'ATV Guyane était sur place. Territorial, les élus de toute la Guyane ont débattu sur les modalités qu'ils espèrent faire passer sur cette proposition de l'État. Si demain la Guyane avait Columbus, si demain la Guyane avait Northgolf, si demain la Guyane avait le plan pétrolier, on n'aurait même plus besoin de dotation de l'État. Le pacte d'avenir proposé il y a déjà 3 ans par le président de la République. Tout d'abord, une folle promesse de 6 milliards d'euros, puis une réévaluation par le président de la collectivité territoriale de Guyane qui estime le besoin à 2 milliards d'euros dans un document présenté à l'Élysée. Aujourd'hui, c'est à hauteur de 600 millions d'euros qu'est fixé le montant de cet engagement pour les premiers chantiers. Ce n'est pas de ma faute si le président Hollande a tardé ou son gouvernement a tardé. Aujourd'hui, il nous est présenté à la fin du mois d'août. Eh bien, nous avons un mois. Il faut donc accélérer la procédure. Il y va de l'intérêt collectif du territoire. Ce n'est pas mon affaire, c'est l'affaire du pays. Et si nous ratons le coche de la loi des finances, on est reparti, on va dire, jusqu'à 2018, parce que je doute qu'après l'élection de 2017, on puisse avoir une telle opportunité. C'est plus qu'urgent, c'est vital pour le territoire. Mais dans la salle, la colère gronde. Beaucoup ne sont pas d'accord avec ce projet présenté trop à la hâte et se plaignent de la trop grande mainmise de l'État sur la réalité d'un département dont il ne connaît pas les réels besoins. Je vais vous dire que l'ensemble des élus qui est là n'est pas convaincu parce qu'ils l'ont répété à plusieurs reprises, pas seulement moi, des maires, mais aussi des parlementaires. Sommes-nous obligés à chaque fois de nous contenter du minimum qu'on nous donne? C'est peut-être le drame de notre Guyane. On parle aujourd'hui d'un ministère de l'égalité réelle. On n'a pas suffisamment été ambitieux, peut-être qu'on n'a pas été suffisamment courageux pour réclamer effectivement les moyens. Après une réunion avec François Hollande en août dernier, la signature du pacte devrait avoir lieu très prochainement afin de figurer dans la loi des finances de l'État qui quantifie et attribue le budget prévisionnel. Ce qu'il nous faut dans cette affaire-là, au-delà des promesses financières, c'est l'engagement juridique. Nous sommes à moins d'1 an des élections présidentielles, même 7 ou 8 mois. Qui peut savoir si le prochain gouvernement tiendra compte et respectera les engagements, quand bien même qu'ils soient signés aujourd'hui par un gouvernement et un président de la République. Une journée entière de discussion et même si la ratification du pacte n'est pas soumise à un vote, les élus espèrent se faire entendre. Place aux informations pratiques maintenant à vos stylos. L'équipe de l'établissement français du sang vous attend demain face à la mairie de Goyave de 8h30 à 13h. Si vous avez envie de faire un don. Et puis, faites des réserves d'eau si vous habitez Saint-François et la Désirade en raison d'une insuffisance de production d'eau liée aux travaux de réhabilitation. La distribution de l'eau potable sera interrompue dès ce soir 22h. Le retour à la normale se fera progressivement demain en fin de matinée. Et des perturbations sont prévues également demain à Déhay dans plusieurs secteurs. Dès demain à 8h du matin, l'eau devrait couler dans les robinets en début d'après-midi. Et si vous êtes témoin d'un événement, et plutôt avant, la CNBT justement
organise une réunion qui aura lieu demain à Petit-Bourg à 18h30, ainsi que jeudi 15 septembre à la salle des fêtes de Pointe-Noire. Une réunion qui s'inscrit dans le cadre du programme Leader, chapeauté par le président Jocelyn Zapetit. Et enfin, si vous êtes témoin d'un événement, n'hésitez pas à nous contacter au 0590 71 2 fois ou à nous envoyer vos emails à notre adresse rédaction@atv.gp. C'est la fin de notre édition locale et régionale. On se retrouve dans un court instant pour le rappel des titres.